Apprendre son histoire est un acte de résistance. Tu connais le code noir? What's up? She said, hey, baddies on my left, baddies on my right. Many on wrong, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capé les fausses for of Vindovaille? Oui. Vous voyez, là, il y a un paradoxe. Même si vous n'avez peut-être pas tout assimilé, le droit commun du Royaume de France, comme en Angleterre, interdit sur son sol l'esclavage. Vous n'avez pas d'esclaves en France, en fait, en vertu du principe que le sol de France affranchit. Vous arrivez en France, vous n'êtes pas esclave. Il est énoncé notamment par le jurisconsulte Loisel dans ce qu'on appelle ses instituts coutumières, à la différence du droit portugais ou espagnol qui, eux, autorisent l'esclavage sur leur territoire depuis le Moyen-Âge. En France, à partir du XVe siècle, les esclaves noirs arrivent en effet à Lisbonne, directement depuis les comptoirs portugais, parce que je rappelle que ce sont les Portugais et les Espagnols qui ont ouvert le bal. Ils sont implantés le long des côtes africaines. Un comptoir, c'est un endroit dans lequel justement on va acheter des captifs et après les déporter sur des navires négriers. Alors, Portugal et l'Espagne ne font qu'exporter dans leur possession ultramarine une pratique qui est légale sur leur sol. La France, quant à elle, quand elle débarque dans la traite atlantique, en promulguant l'édit de mars 1685, elle crée ce qu'on appelle un droit dérogatoire qui s'applique spécifiquement aux colonies esclavagistes des Antilles. Ça permet aux compagnies maritimes, les fameuses compagnies, d'aller chercher des Noirs et de les ramener aux Antilles. En tant que tel, le Code noir constitue donc l'acte fondateur du droit colonial français, avec un principe qui est simple. Terrifier les Noirs, les mettre sous une pression constante pour empêcher les révoltes. Je l'ai parfaitement documenté dans mes ouvrages. J'ai écrit 3 livres sur l'histoire de la Guadeloupe, par exemple, la période de 1802. On y voit une répression barbare et une cruauté totale. Si on se penche justement, j'y reviens, sur ces fameuses valeurs humanistes, vous savez, soi-disant les siècles des Lumières, Rousseau, Voltaire et toute la clique, la liberté est un droit naturel, selon eux. Elle est constitutive de la définition même qu'on se fait de l'homme. Mais est-ce que le noir est un homme pour eux? Certainement pas, parce que l'esclavage constitue, on le sait, un crime contre l'humanité. Là-dessus, on est tous d'accord, mais le XVIIe siècle, dans la lignée du droit romain, ne raisonne pas comme ça. Pour lui, la personnalité juridique d'un individu n'est pas, écoutez bien, n'est pas consubstantielle à son humanité. Alors c'est une phrase toute faite, c'est-à-dire qu'il ne voit donc pas de contradiction à ce qu'un esclave soit en même temps une propriété et un homme, même s'il est noir. Même si c'est un meuble, c'est même sa qualité d'homme, sa capacité de travail, son intelligence. Alors c'est l'article 29 du Code noir qui prévoit, par exemple, la question d'une boutique qui peut être tenue, ou d'un commerce, par un esclave, au nom de son maître. C'est-à-dire qu'un meuble qui tient une boutique, c'est un peu bizarre. Donc là, vous voyez, ça fonde ce qu'on appelle la valeur patrimoniale. La qualification de l'esclave comme bien meuble, dans le fameux article 44, ne signifie pas que le Code noir l'assimile à une chose. En fait, c'est un terme juridique, ou à un animal. Parce que on entend souvent, ouais, c'est bien meuble, mais c'est une expression. Mais juridiquement, ça veut dire qu'il n'a pas de personnalité juridique. Cela traduit qu'il peut être vendu, acheté, loué, prêté, cédé. Il a moins de droits qu'un chat ou un cheval, par exemple.